Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier 2023. Le 6 janvier, c'est une date importante, au moins pour moi, quand j'étais enfant, par exemple. C'était la date à laquelle il y avait une sorcière qui mettait par exemple, dans une chaussette, mettait du chocolat, si on avait été bon, ou mettait du charbon ou un morceau de bois, si finalement on n'avait pas été bon. Ça m'est toujours resté ça, parce que c'était quand même intéressant. C'était la dernière fois qu'on pouvait avoir des cadeaux dans la période de Noël, après quoi, ben, l'école recommençait. Là, je parle de l'école primaire, secondaire et puis tout ça. Euh, Est-ce qu'on a eu un cadeau aujourd'hui? Oui, le cadeau, regardez le graphique du SPY que vous avez ici. Et le cadeau a été la grande montée que le marché a fait aujourd'hui. Il est ici. Est-ce que c'était quoi le cadeau? Donc, ce n'était pas vraiment comme dans le cas de l'enfance, mais c'était le fait que le taux de chômage aux États-Unis est descendu à 3,5, donc pratiquement il n'y a pas de chômage. Et finalement, il y a une création d'emplois qui est supérieure à la création d'emplois qu'on pensait, compte tenu aussi du fait qu'on a des taux d'intérêt qui ont monté de beaucoup. C'est un peu comme si on n'y croit pas trop à ces taux d'intérêt. Oui, on a des taux d'intérêt qui sont montés, mais au fond, au bout de la ligne, c'est quoi que M. Powell veut? Il veut rester, mettons, à peu près à 4,5%. C'est ça son objectif. 4,5%, je dois vous dire, moi, ça fait 54 ans que je suis dans le métier. Et puis, 4,5, ça se vit très bien, normalement. C'est juste que c'est nouveau, surtout pour les nouvelles générations qui n'ont jamais vécu des taux d'intérêt, mettons, supérieurs à 1, 2%. Une fois dit tout ça, regardez le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui est un peu vaste et un peu général. Ça reflète un peu, si vous voulez, la période des fêtes et la période un peu philosophique dans laquelle on se fait des promesses à soi-même pour l'an prochain et puis tout ça. Et j'ai choisi comme sujet la Renaissance. Non, regardez. La grande illusion. C'est marqué dans le tableau, la grande illusion. D'abord, ça commence avec ça. C'est quoi la grande illusion? La grande illusion, c'est un livre fabuleux qui a été écrit en 2010 par un économiste ou un journaliste anglais qui s'appelait M. Donald Norman Angel, Angeell. Et qu'est-ce qu'il avait écrit, ce monsieur-là? Il avait dit que les guerres étaient inutiles. Ça ne servait absolument à rien. Ce qui faisait l'union entre les gens et les pays, c'était le commerce. Et le commerce avançait. Je dois vous dire, en 1910, il y avait American Express qui faisait des chèques de voyage, déjà à l'époque, donc ça fait plus que 100 ans qu'American Express existe, faisait des chèques de voyage. Sur le chèque de voyage, c'était marqué mettons combien de dollars US, mettons si vous mettiez 100 dollars US, qu'est-ce que ça donnait en livres britanniques, en francs français, ainsi de suite, en toutes les devises. C'était les taux de change étaient fixes, et justement parce que c'était le commerce. Le commerce mondial grandissait, 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 et l'idée c'est qu'on ne pouvait pas s'en aller vers une guerre. Et que faire des guerres, c'était stupide et non-sens. Et notez, nous sommes en 2010 et nous savons qu'en 2014, la Première Guerre mondiale est née. Mais regardez, dans le livre, lui, il disait, ce monsieur, Angle, il disait que, une victoire absolue est une illusion. C'est-à-dire, on ne peut pas conquérir un autre pays. Et une fois qu'on l'a conquéri, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on tue tout le monde? Et si on tue tout le monde, ben, ça servait à rien finalement de faire la guerre, dans le sens que quelle est l'utilité d'avoir conquis un pays? Donc, il faut que le pays fonctionne et fasse des choses bien et tout ça de façon à que la prospérité revienne dès dans le pays conquis et aussi que ça aide le vainqueur. Donc, il disait, une victoire absolue est une illusion. C'est ça qu'il voulait dire. Et là, il y a une interdépendance économique et financière basée sur la confiance. On ne peut pas faire du commerce et on ne peut pas faire de la finance sans avoir de la confiance. Et la confiance, on ne l'a pas si on est entre gagnant et perdant. Et donc, ça se prête à finalement toute autre chose de négatif. Le 3, il dit, le conquérant ne peut pas taxer le pays vaincu. Ça, c'est important parce que je dois vous dire, à la fin de la Première Guerre mondiale, la France a exigé que finalement l'Allemagne paye pour tous les dégâts qu'elle a créés avec la France durant la guerre. Et ça a endetté énormément l'Allemagne. Ça a créé une inflation horrible en Allemagne dans l'après-guerre. Allez voir l'inflation en 1923, quelque chose en Allemagne. Ça prenait une brouette pleine d'argent pour acheter une tranche de pain, là, finalement, tellement l'inflation était grande.
Tout ça a favorisé tout un mécontentement et ça a généré Hitler, si vous voulez, et la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée de fond dans le livre, c'est on ne peut pas taxer le vaincu parce que si on le taxe, finalement, il se ruine, il te ruine aussi, enfin des choses comme ça. Donc ces trois volets-là, c'était très important dans le livre. Donc il disait, les livres, comment dire, la guerre comme telle, ça ne sert à rien. Et finalement, il n'y a pas un vainqueur dans la guerre. À présent, une fois dit tout ça, parce qu'il y a plusieurs sujets là-dedans, regardez. Euh, euh, il y a actuellement, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le monde? Ben, on a le socialisme scientifique de M. Xiu. Donc, la Chine dit que finalement l'Occident est en train de terminer, il est pourri, il est immoral, il est tout ce que vous voulez. Et donc finalement il est dans l'éclat total avec sa démocratie et puis tout ça. Et il faut utiliser le socialisme scientifique de M. Xiu. C'est-à-dire faire un régime communiste et puis tout le monde doit renoncer à sa liberté de parole, à tout ça. Mais le système fonctionne comme des fourmis, quelque chose de comme ça. Naturellement, une autre façon, parce que vous avez M. Xiu qui fait la promotion du socialisme scientifique et vous avez le fanatisme, moi je dirais patriotique à la Poutine, mais aussi vous avez le fanatisme religieux dans certains pays et donc qui finalement n'empêche la raison finalement de fonctionner. Euh, donc, ça, ce sont les deux grands ennemis qu'on a. Est-ce que c'est une grande illusion, le fait de penser que grâce au commerce, imaginez avec la Chine, aujourd'hui, plus ou moins, tout le monde est d'accord que la Chine est plutôt, qu'il faut faire attention. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire un socialisme scientifique dans le monde entier et remplacer l'Occident. La même chose pour les Russes, enfin dans le cas de M. Poutine. Finalement, les vertus des Russes sont beaucoup plus grandes que l'Occident avec sa liberté. Imaginez dans ces pays-là parler, par exemple, de la liberté d'aujourd'hui entre, je ne sais pas, les homosexuels, enfin, tout ce qu'on trouve aujourd'hui de droits dans les personnes. Et pour eux, ces choses-là n'existent pas. Et donc, finalement, nous, on est en déclin. Et vu qu'on est en déclin, ben, qu'est-ce que ça peut favoriser? Ben, ça peut favoriser des guerres. Par exemple, dans le cas de XIU, lui, il dit, c'est vrai que la guerre ne sert à rien, dit le livre, mais en réalité, si je prends Taïwan et donc conquiert Taïwan, ben, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé l'image de la Chine en quelque sorte, parce qu'apparemment, Taïwan était autrefois la Chine. Je dois vous dire, je ne sais pas si c'était la Chine ou si c'était le Japon là-dedans, mais quand même, ça reste que l'idée de Taïwan, c'est un affront à la Chine. Donc, quand les pays commencent à raisonner en affront, puis des choses comme ça, c'est très, très, très dangereux. Notez bien, quand le livre La Grande Illusion a été publié, il y avait à l'époque, donc nous sommes en 2010, à part le fait que le commerce était considéré la meilleure chose pour enlever les guerres, le potentiel de guerre, il y avait quand même l'Allemagne qui voulait être comment dire, la flotte militaire supérieure sur la planète entière et elle continuait à construire des bateaux de guerre. Et l'Angleterre, elle aussi, parce que l'Angleterre était déjà la patronne des mers en quelque sorte, donc elle ne voulait pas avoir quelqu'un qui la dépasse. En quelque sorte, il y avait déjà une rivalité de guerre, en quelque sorte, entre les deux pays. Finalement, on sait, par un accident quelconque qui est arrivé à Sarajevo, ben, en 2014 est née finalement la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça a été utile? Je dois vous dire, la conclusion que je vous ai dit avant, on termine la Première Guerre mondiale, mais on prépare tout pour la Deuxième Guerre mondiale. À tel point que quand la Deuxième Guerre mondiale est terminée, les Américains, les Canadiens, enfin tous ceux qui vraiment, les Britanniques, ceux qui vraiment avaient conquis, enfin ils avaient gagné, ils n'ont pas voulu imposer des taxes aux pays vaincus. Ils ont dit non. Nous, par exemple, je ne sais pas, c'est pour ceux qui ont la mémoire de ça, il y avait à l'époque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un certain monsieur Marshall aux États-Unis qui était, je pense, un député ou enfin un républicain, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'était, un homme politique. Mais monsieur Marshall avait suggéré que les Américains sacrifient, et le Canada inclus, sacrifient, mettons, quelque chose comme 3% de leur produit intérieur brut pour donner l'argent aux vaincus aux vaincus européens et finalement aussi qui avaient aussi gagné la guerre,
toujours en Europe, et de les aider à reconstruire. Donc, il n'y avait pas le volet numéro 3. Le conquérant ne peut pas taxer le pays vaincu. Une fois dit tout ça, on a, comment dire, est-ce que ici on s'en va avec Xiu et avec Xi, pardon, et Poutine, on s'en va à quelque chose de dangereux? Et il est possible, il est vraiment possible parce que les deux sont convaincus que l'Occident est fini et que donc il s'agit simplement d'imposer leur vision des choses. Est-ce qu'ils vont y réussir? Je ne le sais pas. Naturellement, dans tout ça, voyez-vous, je vous ai mis un autre terme. Je vous ai mis Benoît XVI. Donc, Benoît XVI, c'est le pape dont on a fait, l'ex-pape, dont on a fait hier, je crois, les funérailles. Ce n'était plus un pape, parce que, regardez, il a été pape depuis 2005 à 2013, mais en 2013, il a donné les démissions parce qu'il disait qu'il n'était pas capable de vivre avec les difficultés, enfin, de tous les jours d'être pape. Donc, il a donné les démissions. Et en donnant les démissions, ben, il revenait le théologien, parce que c'était un monsieur de grande culture, et il a écrit beaucoup de livres. Allez sur Internet et regardez, dans le cas de Benoît XVI, il y a des livres best-sellers. Imaginez, best-seller, ça veut dire dans le summum des ventes. Ce n'est pas juste une affaire religieuse, c'est vraiment tout un raisonnement. Et dans les raisonnements qu'il faisait, il disait que on ne peut pas avoir, mettons, la foi sans la raison, et la raison, il faut avoir de la raison quand on a la foi, il ne faut pas être fanatique, et il faut naturellement, la foi doit être raisonnée. Donc, le fait qu'il faut toujours avoir les deux volets. Oui, on peut avoir des principes, on peut avoir, mais pas jamais pousser au fanatisme, et en échange de ça, finalement, mettre toujours un peu de raison. Donc, la raison calme un peu le fanatisme ou encore ne permet pas qu'il sorte. Et de l'autre côté, les principes sont importants parce que sans principe, on ne peut pas fonctionner. Ça, c'est le cas de M. Xiu. Le socialisme scientifique, c'est rien d'autre qu'obéir à tout un système dans lequel chacun perd son identité et puis tout ça. Donc, M. Benoît XVI, parce que là, on le nomme pape ou pas pape, mais c'était surtout un théologien. Et il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit les best-sellers le plus fameux, c'est prouver comment Jésus était vraiment le cadeau que l'humanité attendait, puis tout ça. Mais c'est quand même intéressant. Allez le voir, sur Kindle, ça coûte quelques dollars seulement. Et lire au moins le livre, les premiers, les best-sellers, les plus fameux. C'était un théologien. Donc, naturellement, il a renoncé finalement à être pape parce qu'il ne pouvait pas suivre. Et puis, c'était un théologien, ce n'était pas un homme fait pour gouverner et puis tout ça. Et ça rappelle quoi, lui? Regardez, la renonciation de Célestin V. C'est qui Célestin V? C'est un pape. Regardez, il était pape pratiquement en 1900, ok. Au début comment dire, c'était au début, le Célestin V, c'était vers donc, la fin du XIIIe siècle, donc 1290, quelque chose de comme ça. Ce monsieur Célestin, en réalité, c'était un moine, et il vivait tranquillement dans son monastère, je ne sais pas, et à un certain moment, vu que les cardinaux à Rome ne réussissaient pas à trouver un pape, donc ils ont dit pourquoi on ne va pas chercher Célestin, et ils sont allés prendre Célestin, j'ai dit ok, t'es le pape, donc il a dit oui. Mais il est resté, oui, juste pendant quelques mois seulement, parce qu'ils n'étaient pas à son aise. Et finalement, il a renoncé à être pape. Et ça se passait justement, regardez, il avait été nommé pape à l'âge de 85 ans. Et après quelques mois qu'il était pape, ben, il est retourné à son couvent. Ça a été mauvais. Ça, on appelle ça la renonciation de Célestin. C'est-à-dire renoncer à un devoir, en quelque sorte, qu'on s'était assumé d'avoir. Est-ce que ça lui a coûté cher? Oui, apparemment oui, parce que le successeur, Boniface VIII, je pense, une chose comme ça, l'a fait incarcérer, ou enfin, parce que la crainte, c'était qu'il revienne, il change d'idée, il veut revenir pape. Donc, finalement, le fait de Benoît XVI, donc lui a été pape de 2005, quand il a été élu, jusqu'en 2013, et puis il est décédé, donc il y a quelques jours à présent. Et
Et, et on dirait que c'est le deuxième pape qui renonce finalement à être pape, qui a renoncé à être pape. Mais quel est le message dans tout ça? C'est que la grande illusion, c'est que et ça donne l'impression qu'avec le commerce, regardez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne était convaincue avec Mme Merkel que finalement, si on fait du commerce avec la Russie, ben, on est tellement unis dans l'intérêt de l'argent que ça donne et puis tout ça qu'il n'y aura pas de possibilité de guerre. Regardez ce qui est arrivé à présent. Poutine a envahi l'Ukraine. Et naturellement, elle s'est mise à dos l'Allemagne, elle s'est mise à dos tout le monde. Là, finalement, il a coupé l'arrivée du gaz et puis, en fait, de l'essence et puis tout ça. Donc, ce n'est pas vrai que le commerce résout tous les problèmes. Et euh, donc, cette fameuse grande illusion, finalement, qui est donc l'idée que on est tous bons et on va tous avoir du commerce, ce n'est pas vrai. Il y a toujours du fanatisme dans le monde. Mais quand il y a du fanatisme, ben là, on finit pour payer cher. Et ça, ce sera le cas de ces deux messieurs-là, à mon avis. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter là-dedans? C'est que ma vision à moi des choses, c'est que vous devrez lire quelque chose de Benoît XVI, c'est vraiment intéressant, mais pas pour des raisons religieuses du tout, du tout. C'est un monsieur du pur raisonnement qui fait. Et puis, lui, et puis naturellement, de regarder quelque chose de très intéressant. À part le livre La Grande Illusion, si vous voulez le lire, mais il est un peu lourdin en ce moment, en 1910, quand il a été publié. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait, il part des colonies, tout ça, mais aujourd'hui, on n'a plus de colonies proprement dites. Mais il y a aussi une chose intéressante. Il y a un film. En 1937, il y a un film français, je crois que c'est peut-être le plus beau film français que j'ai jamais vu. Et puis, mais vraiment haut de gamme, et c'était La Grande Illusion. Et c'est l'histoire de comment dire, de deux prisonniers de guerre français. Un qui est le fils d'un banquier juif, et puis l'autre qui est un ouvrier essentiellement. Et les deux s'échappent, arrivent de s'échapper du camp de concentration dans lequel ils étaient mis par les Allemands. Et finalement, ils s'échappent et ils réussissent à travers l'hiver, plein de neige et tout ça de l'Allemagne, ils arrivent à la frontière suisse et ils peuvent rentrer en Suisse et ils sont sauvés, ils se sont sauvés. En se séparant à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, quand on arrive à l'armistice, et donc la Première Guerre mondiale est terminée, on va se retrouver le jour de l'armistice, on va se trouver dans le Grand Hôtel, mettons, à Paris, et puis et on va manger ensemble. Et le film termine avec quelque chose de vraiment triste, c'est qu'on a l'armistice, on a le restaurant, tout le monde est là, mais il y a une table dans laquelle il y a deux chaises qui sont vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est toujours une grande illusion de croire à la bonté des gens, à la capacité des autres de comprendre et tout, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, finalement, la mission, finalement, si vous voulez, de tout ça, de la grande illusion, c'est que c'est vrai que les guerres sont inutiles, c'est vrai que tout est mauvais, tout ça, mais ça reste que peut-être c'est toujours une possibilité. Et j'espère qu'on n'aura rien de tout ça en 2023. À cela, ben, bonne journée.